bien que vous n'auriez rien compris si vous ne saviez que je suis tout à fait libre à l'égard de qui que ce soit. De nombreux francs-maçons ont soutenu et soutiennent encore François Mitterrand. Mais ce n'est pas une rose sur le tombeau de Jean Moulin, ni même la fidélité du franc-maçon Pierre Mendès France, qui pourront dissiper l'ambiguïté des rapports qu'entretient François Mitterrand avec les frères. Il est entouré de beaucoup de francs-maçons, le président de la République. Je ne sais pas d'ailleurs s'il nous porte, disons, une affection très profonde. Il sait que nous existons, il n'ignore pas que certains de ses collaborateurs, voire de ses ministres, sont francs-maçons. Moi qui le connais et qui l'estime beaucoup, je n'ai jamais eu l'occasion de débattre avec lui de ce sujet aigu, mais lorsque j'étais membre du gouvernement avec lui, je sais qu'il avait à la fois une grande admiration pour ce que l'on pouvait faire, parce que nous avions des hauts fonctionnaires qui travaillaient beaucoup pour nous, et en même temps une immense crainte, parce qu'il ne voulait jamais être surpris par des personnes qu'il ne connaissait pas. Il est franc-maçon? Non, absolument pas. Et s'il l'était, surtout, je ne le dirais pas. On dit que François Mitterrand appelle les francs-maçons les frères Lagratouille. Oui, oh, c'est un peu vulgaire pour lui. Il a dû le dire une fois, alors on a dit ça. Non, mais... C'est à cause de la poignée de main maçonnique. La poignée de main maçonnique, voilà. Vous pouvez nous montrer comment... Je vous gratouille pas trop, là, quand même. Attendez, vous pouvez me montrer comment on fait une poignée de main maçonnique? Ah oui, non, mais... C'est-à-dire comme ça, voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que vous me serrez le pouce? Voilà, je vous serre le pouce et je vous fais des attouchements, comme ça. Avec le doigt? Voilà. Signe de reconnaissance et expression maçonnique, tout un langage codé, couramment utilisé pour s'identifier à l'abri des oreilles et des regards profanes. Sur votre bureau, par exemple, là, est-ce qu'il y a quelque chose de typiquement maçonnique? Rien que de discret. Et, un franc-maçon va les reconnaître? Peut-être. S'il est attentif. Vous pouvez nous les montrer? Vous les voyez vous-même et vous les connaissez. Ici, il y a des petits cubes avec l'équerre et le compas. Voilà. Hein, et donc, un franc-maçon, on va savoir que vous êtes franc-maçon. Oui, mais c'est pas fait pour ça du tout. Tiens, il pleut. Ça a une signification, elle est dans tous les ouvrages, je peux vous le dire. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri et on ne peut pas parler librement. Il est minuit plein. Minuit plein, c'est l'heure où l'on cesse les travaux. Je vais vous montrer une pièce qui est le passeport maçonnique. Quand on va visiter des loges à l'étranger, on peut montrer son passeport. Alors, par exemple, là, sur ce passeport maçonnique... Bon, moi, je m'en sers peu, mais on peut s'en servir plus. Ici, c'est en Belgique et une autre fois en Allemagne. À chaque fois, il y a une sorte de visa, quoi. C'est ça, et on a des traces des voyages qui ont été faits. Dans l'enceinte même du Parlement, les élus francs-maçons ont eu recours à ce genre de signe à des fins politiques. Grâce à ce geste, sous la Troisième République, des gouvernements en difficulté ont sauvé leur majorité. Signe de détresse. Quel est-il? Oui, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à moi mes frères. Oh bah, c'était un cri, à moi les enfants de la veuve, qui était un cri connu d'ailleurs, qui permettait aux francs-maçons de se retrouver et permettait de dire il faut que nous nous aidions les uns et les autres. Est-ce que ça se passe encore? Non. D'ailleurs, moi, par exemple, je ne vois pas quel péril il peut y avoir, mais je serai à la tribune du Sénat et je me sentirai menacé. J'irai écouter mes frères, il me semble que je suis en péril. Au moins tout le monde pourrait comprendre, plutôt que de faire un signe symbolique qui échappe à ceux qui risquent de vous attaquer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un vote maçonnique? Ce que je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui orientent leur vote, non pas en fonction de consignes, il n'y a jamais eu de consigne de vote depuis la guerre, jamais de consigne de vote de la part de la franc-maçonnerie, mais orientent leur vote en fonction de ce que nous appelons un certain nombre de vérités, c'est-à-dire un certain nombre de choses que nous croyons, les principes de la démocratie, la lutte contre Vichy, un certain nombre de principes qui font que un franc-maçon, spontanément, si c'est véritablement un maçon, c'est qu'il ne peut pas voter d'une certaine manière et qu'il doit voter en son âme et conscience pour justement défendre ces valeurs qui sont au fond ces valeurs de la République. Qu'est-ce qui prime, son appartenance politique ou son appartenance maçonnique? C'est normalement son appartenance maçonnique, c'est-à-dire que pour la plupart des votes, cela n'intervient pas. Mais je peux citer, si vous voulez, une anecdote. Vous vous souvenez de cette affaire Touvier, qui est relativement récente. Et au moment où le jugement est tombé, nous étions en séance. Et un certain nombre de parlementaires sont intervenus, spontanément.
Et l'un des parlementaires que je ne voyais pas bien parce que je suis myope, et qui était dans le groupe de l'opposition, qui était dans la partie droite de l'Assemblée, a fait une intervention que j'ai trouvée tout à fait remarquable. Vraiment tout à fait remarquable, je n'ai pas un mot à changer. Et j'ai découvert après que c'était justement un de mes frères qui avait donc fait une intervention très maçonnique, en rappelant les principes essentiels de la démocratie, notre attachement aux droits de l'homme, à la défense des libertés. Et indépendamment de son parti politique, il avait exprimé cela d'une façon tout à fait extraordinaire. Certains portefeuilles ministériels sont traditionnellement attribués à des francs-maçons. Exemple, le ministère des Relations avec le Parlement, occupé par le frère Robert Boulin en 1976, puis par le RPR Jacques Limousin, proche des francs-maçons. Depuis 81, se sont succédés André Labarrère, Jean Popren, André Rossineau, Martin Malvy. Tous quatre appartiennent au Grand Orient et aux mêmes ateliers, les loges Victor Schœlcher. Louis Mermaz, nouvellement nommé, fait exception. Jean Auroux, vous êtes ancien ministre, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes franc-maçon? C'est une bonne question. Est-ce que la franc-maçonnerie est une force politique? Je pense que très honnêtement, on peut dire qu'elle a un rôle d'influence sur des réflexions de fond. Je pense au RMI, je pense à la contraception, mais je pense qu'elle n'a pas de rôle d'ingérence. Une influence certaine, car il y a bien des lois votées à l'Assemblée nationale qu'on peut qualifier de lois maçonniques, essentiellement dans le domaine de la bioéthique et de la protection sociale. Pour le revenu minimum d'insertion, RMI, nous en avons débattu, nous, en loge. Et beaucoup de frères nous ont donné des matériaux. Et c'est vrai que nous avons fait savoir, notamment par des frères socialistes, à M. Michel Rocard, qu'il serait opportun d'envisager une telle perspective, une telle ouverture. J'ai constaté, je ne sais pas dans quelles conditions cela s'est fait, mais j'ai constaté que les travaux et les propositions que nous avions formulées, nous, au sein de la fraternelle parlementaire, et également un certain nombre de sénateurs et de députés plus unis que d'autres, nous avons aujourd'hui la satisfaction de constater que le RMI a été voté. L'interruption volontaire de grossesse. C'est à la suite de travaux maçonniques que j'ai déposé en 1971 le texte qui est devenu le texte de Madame Veil, le texte du gouvernement, mais qui était moins généreux que le mien. Mais voilà un texte qui a été élaboré par les loges. Une loi qui fit à l'époque l'effet d'une bombe... L'exemple le plus caricatural reste la loi Neuwirth sur la contraception. Lucien Neuwirth n'est pas franc-maçon, mais le texte de la loi est un pur produit de la Grande Loge. Il est vrai que les réflexions qui ont été, les études qui ont été conduites dans les différentes loges maçonniques m'ont apporté le fruit de réflexion que j'ai utilisé dans la façon dont moi-même j'ai mûri ma réflexion personnelle. Vous savez, la loge est ce que j'ai appelé depuis fort longtemps le laboratoire de la société. Si bien que la contraception, l'accouchement sans douleur, pour ne citer que cela, ont fait l'objet d'études, mais bien avant que le législateur français ne s'empare de ce problème. Le jour où le législateur français s'en est emparé, c'est qu'il y existait déjà une pression de la rue, si je puis dire. Mais pour nous, le problème était résolu depuis bien des années avant, puisque ce qui était un point sensible pour nos concitoyens avait depuis longtemps trouvé dans notre creuset sa solution. Laboratoire de la société, définition séduisante mais un peu vague. Quel est exactement le travail des francs-maçons dans le silence de leur temple? Interdit aux profanes, il n'est pas possible d'assister aux travaux des loges. Monsieur Popren, êtes-vous franc-maçon? Oui, comme c'est notoire. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre cordon, votre tablier, et que vous êtes dans une loge? Qu'est-ce qui s'y passe? Mais vous le savez, je n'irai pas au-delà, car les règles même de notre ordre ne me le permettent pas, et je considère que j'y ai souscrit et que je dois les respecter. Avant tout, un travail de réflexion, d'approfondissement, oui, de réflexion collective. Nous sommes dans le temple Lafayette, où se réunit ma loge, la loge Paris, loge dans laquelle j'ai été initié il y a 47 ans. Alors on se réunit 2 fois par mois, les mardis soirs, pendant 3 heures. Eh bien, vous voyez là-bas au fond, il y a le plateau du Vénérable, c'est-à-dire le bureau de sa présidence. Vous avez ici le plateau du premier surveillant et ici le plateau du second surveillant, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi.
Et puis ici le secrétaire, qui est la mémoire de la loge, et là l'orateur, qui est le gardien de la Constitution, du Grand Orient et du règlement intérieur de la loge. Alors qui siège quand? Alors, ceux qui ont été initiés, bien entendu. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des nouveaux, il y a des hommes venant de tous les horizons sociaux, des gens très importants dans la société civile, dans la société politique, dans la société administrative. Des ministres, des députés? Des ministres, des députés, des généraux, des préfets. Hein. Et puis aussi des gens tout à fait modestes, des commerçants, des petits employés. Cette année, les 700 loges du Grand Orient planchent sur une question, c'est la question B. Dans un monde en mouvement, la franc-maçonnerie peut-elle et doit-elle évoluer? Question adoptée par l'Assemblée Générale du Grand Orient en septembre dernier, mais les sujets ne sont pas toujours aussi neutres. L'année dernière, nous avons beaucoup travaillé sur les données de l'immigration et les solutions qu'il fallait apporter à ce problème. Voilà un problème très concret. Le travail en loge peut déboucher sur une action politique au sens propre du terme. La Nouvelle-Calédonie en est une illustration. 1988, le Caillou est au bord de la guerre civile. Dans les temples, à Paris et à Nouméa, les francs-maçons sont à l'œuvre et les frères ne se contentent plus de réfléchir. Jean-André Fauché, historien de la franc-maçonnerie, s'est souvent rendu sur place. Il y avait, dans un moment où les différentes communautés ne se connaissaient plus, ne se fréquentaient plus, il y avait des Kanaks et des Caldoches qui continuaient à se voir régulièrement et à fraterniser. Où ça, dans les temples? Dans les temples, dans les temples. Et alors, chacun, auprès de sa propre communauté, a joué la poursuite du dialogue, la poursuite de la fraternisation. C'est-à-dire qu'on peut dire que les responsables politiques qui se sont servis de la maçonnerie pour cela, qui n'étaient d'ailleurs pas tous francs-maçons, ont trouvé l'appui des francs-maçons pour jouer ce rôle. Et on peut dire que si la guerre civile n'a pas éclaté, ne s'est pas développée en Nouvelle-Calédonie, c'est grâce au rôle joué par les membres des loges. Ce que vous sous-entendez, c'est que les leaders de Nouvelle-Calédonie étaient pour certains maçons. Pour certains maçons. Jean-Marie Tjibaou? Tjibaou, je puis vous affirmer qu'il ne l'était pas à l'époque où je l'ai bien connu. Jacques Lafleur? Non, ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Jacques Lafleur n'est plus franc-maçon, mais il fut initié au Grand Orient. D'ailleurs, Roger Leray, ancien grand maître du Grand Orient, fait partie de la mission envoyée par le gouvernement Rocard. Une contribution déterminante au règlement de la paix et qui aboutit à la fraternelle poignée de main des frères réconciliés. Non, cet argument est le plus... La franc-maçonnerie n'est donc pas seulement un laboratoire d'idées. De là à s'imaginer quel contrôle des hommes et des partis, il n'y a qu'un pas vite franchi pour ceux qui l'accusent de comploter. Le Parti radical fut le grand parti maçonnique de la Troisième République. Aujourd'hui, 70% des adhérents sont francs-maçons ou très proches. Lors de son dernier congrès, il y a 3 semaines à l'hôtel Nico, les francs-maçons du Parti radical annoncent à la vue de tous leur réunion, la fraternelle IRAM. Même endroit, même moment et pratiquement même personne, est-ce que c'est pas un congrès bis? Vous savez, il y a longtemps que la fraternelle radicale ne fait plus un président du parti radical ou n'impose plus telle ou telle option ou telle direction au parti. D'abord parce qu'elle ne le souhaite pas. Donc dans la fraternelle, ce soir, pas un mot sur l'élection du président? Oh, sûrement des mots de sympathie, mais pas de directive de vote, ça va de soi. Est-ce que le fait d'appartenir à la Grande Loge féminine de France a été pour vous un marchepied dans votre carrière politique? Non, 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 sûrement pas. Sûrement pas. Non, non, c'est d'ordre privé, encore une fois. Et ça, ce sont encore des histoires que l'on rencontre dehors. Peut-être qu'autrefois, je ne sais pas. Et puis chez les hommes, c'est peut-être différent. Moi, je suis dans une obédience féminine. Quand vous étiez ministre, une sœur franc-maçonne vient vous voir en vous disant « Voilà, j'aimerais avoir tel boulot » ou que tu me fasses sauter ce PV. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça dépendait de la personne. Si c'était une amie très très proche, que j'aurais aidé de toute façon, même si je n'avais pas été ministre, j'essayais de voir si je pouvais faire quelque chose, mais ça ne réussissait pas toujours. Si c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant, ça restait quelqu'un d'étranger. Mais ceux qui veulent entrer sur un calcul, en se disant ça va m'aider dans ma carrière, cela, je peux vous dire, ils se plantent. Pourtant, l'opportunisme n'est pas toujours absent des loges. Les frères appellent cela la maçonnerie alimentaire. Par exemple, je peux vous dire que moi, j'ai reçu une lettre d'un franc-maçon de gauche qui me disait « Est-ce que tu pourrais intervenir auprès de notre frère Charles Hernu? Je voudrais avoir la Légion d'honneur. Après 20 ans, les autres se servent, c'est maintenant notre tour. » Roger Leray, qui était le grand maître du Grand Orient à l'époque,
a été obligé d'écrire une lettre. Il a été obligé d'écrire une lettre que j'ai approuvée pleinement et Charles Hernu également, qui a été diffusée dans toutes les loges, en disant d'abord qu'il ne fallait pas que chaque maçon se mette à écrire à un ministre ou un homme de son cabinet s'il supposait l'être, et qu'il commence à demander n'importe quoi. Mais la franc-maçonnerie, c'est une société d'hommes, donc c'est pas parfait, c'est partout pareil. Avec le compas et l'équerre. Les francs-maçons n'ont jamais eu pour vocation la prise du pouvoir politique, mais ils n'ont jamais cessé d'être les incontournables conseillers du pouvoir. Nous n'avons pas droit au repos. Voilà donc pour cette enquête de fond d'Aimar du Châtenay et de David de Pujadas, une enquête qui n'a pas été facile à réaliser, qui a nécessité plusieurs semaines, même plusieurs mois de travail. Il est vrai que le sujet est rarement abordé. À la télévision, il y avait eu l'enquête de Serge Moati il y a 4-5 ans, et puis il y a 17 ans, il y avait eu une tentative de débat autour d'une enquête de Jacques Brigaut, enquête qui avait été déprogrammée, ainsi que le débat, c'était sur Antenne 2, il y a donc 17 ans. C'est vous dire qu'il était assez difficile d'organiser ce type de débat derrière une enquête telle que celle que vous venez de voir. Et nous avons essayé de faire de même. Ce soir, tout allait plutôt bien. Nous avons l'habitude de le faire après chaque reportage de ce style. Nous l'avons fait dernièrement avec Jean-Marie Le Pen, puis ensuite avec Georgina Dufoy. Là, on pensait qu'il n'y aurait pas de problème. Un grand nombre de personnalités nous avaient dit oui. Et puis finalement, les unes après les autres, jusqu'à il y a quelques minutes, elles se sont toutes désistées. Nous vous expliquerons pourquoi dans quelques instants.